Il est 7h30 et vu d'en haut, l'hypermarché de Baule près d'Orléans semble encore un peu endormi. Mais à l'intérieur, c'est le branle-bas de combat. À 1 heure de l'ouverture, il faut gaver les linéaires de suffisamment d'articles pour tenir une journée. Et il y a un rayon qui, à l'approche des beaux jours, ne cesse de monter en pression. C'est celui des boissons. Plus on se rapproche de l'été, plus ses ventes augmentent pour quasiment doubler de volume. À la manœuvre, Frédéric, un ancien vigile monté en grade, devenu responsable des boissons. Depuis 15 ans qu'il gère ce rayon, il en connaît tous les secrets. Et ce matin, depuis la cave jusqu'aux eaux en bouteille, tout semble en ordre. Ce qui le préoccupe avant tout, c'est un linéaire qui lui donne le plus de boulot. Celui des sodas. Ça va, Alexandre? Oui. Tu t'en sors? Alexandre rame un peu. Les sodas, c'est le rayon de loin le plus fréquenté des boissons. Il est dévalisé plusieurs fois dans la journée. Alors ce que craint le plus Frédéric, c'est d'en manquer. C'est une grosse journée pour nous. Et rien de spécial à signaler sur des ruptures, sur des produits que t'as pas? Non, on avait refait les stocks et... Il n'y a pas de souci majeur? Et principalement ici, il est obnubilé par un produit bien particulier qu'il surveille comme le lait sur le feu. Le Coca-Cola, qui part à vitesse grand V. C'est le genre de produit où même rempli en journée, il faut remplir dans la journée, quoi. La rupture de Coca, c'est une catastrophe. Et pas seulement pour le rayon boisson, mais pour tout l'hypermarché. Car si les clients ne le trouvent pas, ils peuvent carrément changer de grande surface. C'est ce qu'on appelle un produit psychologique. C'est des clients qui risquent de partir à la concurrence s'ils ne trouvent pas. Il y a des produits Exactement. comme ça, comme le Nutella. Il y a des produits, ce qu'on appelle les psychos, hein, c'est Coca-Cola, c'est Nutella, c'est plein de produits comme ça où les clients ont la marque en tête plutôt que le type de produit. Une marque qui à elle seule représente la moitié des ventes de soda. Elle fait partie des produits les plus écoulés de l'hypermarché, tout rayon confondu. Alors pour être sûr de ne pas en manquer, Frédéric a un autre coup de stress, vérifier les stocks. En coulisses, il est obligé d'accumuler des réserves pharaoniques de ce soda. Bah là, vous voyez au bas mot, là, rien que sur le Coca-Cola normal, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 palettes en stock de Coca-Cola. D'ici 3 semaines, un mois, on aura vidé quasiment tout le rack. Et les problèmes de la journée commencent maintenant. Le magasin vient d'ouvrir ses portes. Les clients ont envahi les rayons. On retrouve la bouteille rouge dans 4 chariots sur 10. La razzia quotidienne a commencé. En pack de 15. En bouteille d'1,5 litre. Sans sucre. En pack de 4. Ou enfin, sans caféine. Le Coca part 5 fois plus vite que n'importe quel autre soda du linéaire. Et au bout d'1 heure, le rayon est bien entamé. Alexandre ne prend pas de risque. Il n'attend pas qu'il soit complètement vide pour le réapprovisionner. Un succès qui a fait des envieux. Des dizaines de marques ont envahi le linéaire pour proposer une multitude d'autres boissons gazeuses sucrées, toutes plus alléchantes les unes que les autres. À tel point que le rayon soda attire chaque jour 8 clients de l'hyper sur 10. Il faut dire que les marques de soda mettent le paquet pour que vous en buviez toujours plus. Ils ont réussi à se rappeler à votre bon souvenir partout sur votre chemin. Sur les quais de votre métro, dans les cafétérias de votre entreprise ou au milieu du hall de votre gare. Et même à chaque coin de rue. Sur les parasols, les chaises ou le mobilier urbain. Résultat, une consommation spectaculaire. Les Français en boivent 7500 litres chaque minute. Pour les spécialistes, c'est une petite révolution que nous sommes en train de vivre. La France était d'abord un pays d'eau et est devenue progressivement un pays de soda. Alors les fabricants se livrent une bataille sans merci pour s'approprier ce filon qui a augmenté de 28% en 10 ans. Limonade, mais aussi soda aux fruits, au goût acidulé, aux couleurs flashy, aux saveurs exotiques comme le thé ou devenues si familières comme les colas, une multitude de marques a envahi les rayons pour essayer de nous séduire.
Et nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière ces boissons, souvent très sucrées. Un secret gardé depuis 200 ans. Il nous ouvre les portes du coffre-fort. Comment ces boissons sont-elles fabriquées? Et par quels moyens essaient-elles de nous rendre accros? La boisson, c'est le fruit, le sucre et le plaisir. Donc il y a un équilibre subtil. Et pour nous appâter, les sodas sont prêts à investir dans d'impressionnantes campagnes de publicité, devenues vitales pour que l'on en consomme toujours plus. C'est des gros moyens. Dans les sodas, il faut en mettre beaucoup. Sinon, vous êtes vite oublié. Hein. Les industriels font le pari que vous allez boire toujours plus de leur soda et vous allez comprendre comment ils vont s'y prendre. Nous n'en avons pas forcément conscience quand on entre dans ce rayon, mais derrière ces bouteilles sagement rangées se cachent des coups fourrés pour prendre la première place dans votre chariot. Limonade, mais aussi soda aux fruits, au goût acidulé, aux couleurs flashy, aux saveurs exotiques comme le thé ou devenues si familières comme les colas, une multitude de marques a envahi les rayons pour essayer de nous séduire. Et nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière ces boissons, souvent très sucrées. Un secret gardé depuis 200 ans. Il nous ouvre les portes du coffre-fort. Comment ces boissons sont-elles fabriquées? Et par quels moyens essaient-elles de nous rendre accros? La boisson, c'est le fruit, le sucre et le plaisir. Donc il y a un équilibre subtil. Et pour nous appâter, les sodas sont prêts à investir dans d'impressionnantes campagnes de publicité, devenues vitales pour que l'on en consomme toujours plus. C'est des gros moyens. Dans les sodas, il faut en mettre beaucoup. Sinon, vous êtes vite oublié. Hein. Les industriels font le pari que vous allez boire toujours plus de leur soda et vous allez comprendre comment ils vont s'y prendre. Nous n'en avons pas forcément conscience quand on entre dans ce rayon, mais derrière ces bouteilles sagement rangées se cachent des coups fourrés pour prendre la première place dans votre chariot. Premier visé, le géant Coca qui truste à lui tout seul la moitié des ventes du linéaire. Car d'autres marques moins connues essaient par tous les moyens de vous détourner de lui. Des marques comme le cola des Hyper System U ou celui de Leader Price. Même couleur rouge pour l'étiquette, même couleur caramel pour le produit. Mais pour les challengers, à chaque fois, des prix très agressifs. 61 centimes la bouteille, 2 fois moins cher que le leader américain qui lui s'affiche à 1,40 €. Reste à savoir si ces colas ont tous vraiment le même goût. Les clients sont plutôt dubitatifs. Généralement, il y a une différence de goût quand même entre le véritable Coca et puis les marques qui s'en rapprochent. Je préfère acheter le Coca que les autres marques. Si j'achète une autre chose, personne ne le voit. Donc autant que payer un peu plus cher, mais bon, quelque chose que ça me plaît. Alors, y a-t-il vraiment autant de différences entre tous ces colas? Pour tirer cette question au clair, notre enquête va connaître pas mal de rebondissements. Nous voici partis sur les routes de France, à la recherche de fabricants. Mais notre tournée débute mal. Aucun ne veut nous recevoir. Coca, U-Cola ou encore Jeans Cola, ils veulent tous garder leur savoir-faire secret. Les recettes de votre boisson préférée sont-elles aussi mystérieuses et sophistiquées qu'on pourrait le penser? En fait, pas du tout. Au final, un seul fabricant, le cola Freeway, a bien voulu nous ouvrir ses portes. Et vous allez voir que produire du soda, cela ne coûte pas si cher. Nous avons rendez-vous dans cette usine du nord de la France. Et première surprise, à l'origine, ce n'est pas une fabrique de cola, mais un producteur d'eau en bouteille, et pas n'importe lequel. Cristalline, le plus gros fabricant d'eau de source en France. Il y a 3 ans, les magasins Lidl, spécialistes du low-cost, ont commandé à cette usine un cola, le Freeway, avec cet objectif, avoir le goût le plus ressemblant au leader, mais pour être vendu 3 fois moins cher. En blouse bleue, Daniel, le responsable de l'usine, s'est attelé à la tâche. Et ce matin, le patron du groupe vient lui annoncer une bonne nouvelle. Tu sais qu'on a fait des tests en Angleterre. On a fait des tests à l'aveugle avec tous les colas qu'on a pu trouver. Et donc sur 10 colas différents au niveau MDD, ainsi que les 2 marques nationales, Pepsi et Coca-Cola. Et donc Coca-Cola est arrivé en 6e position et celui-là est arrivé en 1re position. Que le patron nous vende son produit est rien d'anormal. Mais ce qui va nous surprendre, c'est surtout le prix auquel il le fabrique, un coût vraiment modique. Okay. Pour
Pour s'en rendre compte, il suffit de passer sur les chaînes d'embouteillage. Ici, le cola est produit à toute vitesse. 400 000 bouteilles en 24 heures. Une cadence infernale. Au moment des commandes, la chaîne peut tourner sans arrêt, 24 heures sur 24. Une fabrication spectaculaire, mais avec une matière première qui ne coûte quasiment rien. Regardez, le premier ingrédient de tous les sodas, c'est l'eau. Il y en a jusqu'à 88%. Et ici, l'usine utilise la même eau de source que pour sa marque Star, l'eau la moins chère du marché. Il s'agit ensuite de lui rajouter un deuxième ingrédient, bon marché lui aussi, du sucre. C'est 10% de la recette. Enfin, pour lui donner le goût de cola, reste un élément clé, contenu dans ces bonbonnes vertes. Une sorte de sirop, c'est ce qu'on appelle l'arôme. Dans la composition, cela ne représente pas grand-chose, moins de 2% pour chaque bouteille. Il ne reste plus sur la chaîne qu'à injecter un peu de gaz, du CO2, pour faire les bulles. Donc il y a le sirop, eau, c'est mélangé. Et derrière, on vient injecter le CO2 en ligne. Et là, c'est là qu'on remplit les bouteilles. Au final, voilà comment on peut retrouver ces bouteilles de cola à très petit prix en magasin low cost. Les méthodes de production de l'usine sont bien rodées. Vous pouvez compter qu'une bouteille coûte 50 centimes d'euros. Et vous, quand elle sort de l'usine, vous la vendez combien à Lidl? Quelques centimes de moins. Et selon lui, c'est autour de ce prix que la plupart des colas seraient fabriqués, y compris Coca, dont les packs s'affichent pourtant jusqu'à 3 fois plus cher que ce cola low cost. Alors comment expliquer un tel écart de prix? Pour le comprendre, nous demandons à Daniel de nous ramener un peu en arrière. Si la fabrication du cola est identique pour tous les industriels, il y a tout de même un ingrédient qui peut varier d'une marque à l'autre. Donc ça, c'est la salle arôme. Les bidons d'arômes, c'est juste ce qui intéresse le plus le consommateur, car c'est ce qui va donner le goût à son cola. Alors essayons d'en savoir plus. Sur l'étiquette, on peut juste lire « base cola », mais rien concernant les ingrédients qui composent l'arôme. Et Daniel Bottentouche, ce n'est pas lui qui fabrique ce produit. Il faudrait demander à l'aromaticien exactement ce qu'il a dans ses produits. En fait, c'est Lidl qui en détient la recette. Nous lui avons demandé, mais elle ne souhaite pas rendre public tous les composants de son cola Freeway. Alors il faut pousser un peu plus loin notre enquête. La recette de l'arôme, c'est le cœur du business des sodas. Elle est classée très confidentielle par chaque marque pour ne pas être copiée. Le leader Coca en joue même, créant une sorte de légende autour du mystère de son goût qu'il affirme unique. Le PDG de la multinationale s'est même fait photographier devant un impressionnant coffre-fort avec en main le casier blindé qui contiendrait la recette de son breuvage. Pourquoi cultiver un tel secret? L'arôme Coca serait-il vraiment unique? La réponse se trouve peut-être dans ses composants. Nous avons débarqué à 300 km de Paris, pas loin de Dijon, chez un expert en soda. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Le professeur Lübke passe son temps à décortiquer boissons et aliments pour vérifier qu'ils sont bien conformes à la réglementation. Et regardez comment il va torturer notre cola pour en extraire la quintessence. Un travail sophistiqué. Il y ajoute d'abord toutes sortes de produits chimiques qu'il faut mélanger à haute vitesse. Puis, laisser décanter. Et voici l'extrait qui va être analysé par un ordinateur hyper sophistiqué. C'est la minute de vérité. Et première surprise, le professeur Lübke est arrivé à recenser les principaux composants de l'arôme. Voilà, donc on trouve des traces d'agrumes, de cannelle, la vanilline, donc extrait de vanille, myristicine, extrait de noix de muscade, caféine, noix de cola. Autrement dit, le goût du coca provient d'ingrédients plutôt basiques et qui n'ont rien de bien mystérieux. Ils font même penser à une recette de grand-mère, avec de l'orange, des citrons jaunes et verts, de la cannelle, de la noix de muscade, des noix de cola et, plus surprenant,
de la coriandre, une sorte de persil. Sauf que la recette cache bien d'autres ingrédients plus complexes et pour certains en quantités infimes que le professeur Lübke ne peut pas détecter. Quant à leur dosage, là encore, mystère. Là, cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Il y a des centaines d'autres composés parce que les extraits naturels qui ont été mis en œuvre sont assez complexes, contiennent beaucoup de composés différents, mais il y a certains composés qui sont présents en grande quantité, comme on a pu voir sur le chromatogramme, et d'autres le sont en quantité infime. Nouveau rebondissement. Il serait donc plutôt compliqué d'arriver à imiter parfaitement le goût du coca. Mais cette différence est-elle suffisamment perceptible ou à l'inverse trop minime pour que nous la ressentions? Une seule solution, faire goûter les colas à l'aveugle. Dans un quartier jeune et populaire de la capitale, nous avons fait le test auprès de consommateurs réguliers de ces boissons. Au milieu de l'allée, nous avons planté une table, des gobelets et versé 3 colas différents. En première rangée, c'est du Coca-Cola. En deuxième position, on a rempli nos verres de U-Cola, 2 fois moins cher. Et enfin, en dernière rangée, avec du cola d'un hard discounter Leader Price au prix le plus bas. Et voici notre première goûteuse, Isabelle, une adepte de ces boissons. Elle semble sûre d'elle-même. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. Ah ok, d'accord. Isabelle ne s'est pas trompée, le goût de sa marque préférée serait bien repérable. Mais nouvelle surprise, la plupart des autres goûteurs va s'en mêler les pinceaux, comme ce jeune homme pourtant lui aussi fanat de cola. Est-ce que vous connaissez, vous buvez du coca? J'adore ça. Ah, super, vas-y. Et il se prête au jeu avec beaucoup de sérieux. Ouais, deuxième. Et pourtant... Trop sucré, celui-là je pense. Quel? Celui-là c'est Coca-Cola. C'est le premier. Coca-Cola ici. Alors je regarde encore. Pourtant il me semblait que... Il s'est trompé. Sûr de lui, il refait le test et il persiste. Ah ouais, peut-être j'aurais bien dit que c'est Coca-Cola ici, et celui-là le autre que le Coca. Le troisième testeur, lui aussi, va confondre les colas. Je pense que celui-là, c'est le Coca. Le troisième. Le dernier. Oui. En fait, le dernier, c'est celui-là. C'est l'autre? Le dernier, c'est celui-ci. C'est celui-là le dernier. Bon, bah voilà, donc je pensais que c'était le Coca. Nous ferons subir le test ainsi à 10 passants. 7 ne parviendront pas à reconnaître le goût du coca. Les différences sont donc très subtiles d'un cola à l'autre. Alors si on ne s'y retrouve pas facilement, pourquoi quand nous achetons un cola en hypermarché, nous choisissons le leader américain 8 fois sur 10 ? Vous allez découvrir comment la multinationale déploie des trésors d'imagination pour vous séduire. Nous sommes en banlieue parisienne, où nous avons été chercher des informations auprès d'un des meilleurs investigateurs du secteur. Son nom, Benoît Moreau. C'est un journaliste économique expert depuis plus de 10 ans en boissons en tout genre. Et selon lui, Coca a acquis une telle puissance que les clients achètent ses produits avant tout par habitude. C'est une marque qui n'a cessé de recruter des consommateurs de tout âge, de consommateurs français qui ont été séduits par le produit et qui aujourd'hui, machinalement, quasiment, achètent le produit. Acheter machinalement son cola, cela peut paraître incroyable. Et pourtant, Benoît Moreau va nous montrer dans le premier hypermarché venu comment Coca y parvient. C'est d'abord une question d'emplacement. Avant même d'arriver au rayon boisson, le leader est présent dans l'allée centrale la plus fréquentée du magasin. Il a déjà grillé tous ses concurrents en raflant cette place stratégique. Là, c'est typique, c'est-à-dire que pratiquement chaque semaine, vous avez ce qu'on appelle en allée centrale, en pénétrante, les produits en promotion. Et systématiquement, vous avez quasiment un produit de Coca-Cola toute la semaine dans ce magasin, comme quasiment dans tous les magasins de France. Et pour décrocher une place dans cette allée si recherchée, l'hypermarché met une condition, faire des promos. Aujourd'hui, le pack de Coca revient à 85 centimes le litre, contre 92 centimes habituellement. Or, en matière de cola, seul Coca peut faire ce genre de ristourne. Ses concurrents, comme U-Cola, vendu toute l'année 40 centimes moins cher au litre, n'ont pas cette marge de manœuvre. Alors ils restent scotchés dans le rayon boisson.
Et même là encore, ils n'ont pas la meilleure place. Coca est servi en premier. On rentre dans le rayon des sodas, des soft drinks, par la marque Coca-Cola. C'est stratégique pour Coca-Cola, puisque l'intérêt, c'est que le client, d'abord, prenne ce produit et le mette en premier dans le chariot. Donc une fois qu'il est dans le chariot, ça évitera éventuellement de prendre un cola qui pourrait évidemment pénaliser ensuite les ventes de la marque. Donc l'intérêt pour Coca-Cola, c'est toujours d'être à l'entrée du magasin pour être donc le premier servi. Cette place en tête de rayon, Coca l'a imposée à la plupart des hypermarchés de France. Et quand à l'occasion de négociations de prix ou d'emplacement, des magasins lui ont refusé cette exigence et même voulu carrément se passer du leader, ils ont dû vite faire machine arrière. Il y a des supermarchés qui ont essayé de se passer de Coca-Cola, pour des raisons parfois de négociations commerciales un peu difficiles, les ont retirés des rayons. Généralement, ils les ont repris après parce qu'ils ont perdu des clients. Ça fait partie de ces produits que systématiquement on met sur sa liste de courses. Se passer de Coca, c'est quasiment être sûr d'avoir des clients qui sont mécontents, donc des clients qui peuvent quitter le magasin. Voilà comment le leader américain truste les meilleurs emplacements pour se retrouver toujours sur votre route dans les hyper. Et quand un nouveau concurrent apparaît dans les rayons pour essayer de vous détourner de Coca, vous allez voir avec quels moyens la multinationale tente de le mettre de côté. C'est ce qui est arrivé à un fabricant de soda connu pour ses spots spectaculaires. Une descente vertigineuse à flanc de montagne en mountain bike. De la voltige aérienne à couper le souffle. Et des séquences de cascades dignes de films d'aventure. Voilà les spots chocs mis en scène depuis 20 ans par un soda pour marquer les esprits face aux poids lourds du secteur. Red Bull. C'est une boisson énergétique, une sorte de limonade très sucrée pour une clientèle bien précise. Les jeunes en quête d'activités débordantes qui demandent beaucoup de calories. Et Red Bull ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est aussi intéressée aux nouveaux hobbies des jeunes, les jeux vidéo qui les occupent jour et nuit et qui donnent lieu à des compétitions acharnées durant parfois plus de 24 heures d'affilée. La boisson énergétique est omniprésente à ces immenses meetings, en trustant la majorité des événements sans rencontrer trop de concurrence chez les sodas. Mais il y a 3 ans, tout va changer lorsque la marque s'attaque en direct à Coca. Elle lance pour la première fois un Red Bull Cola. La riposte du leader des sodas va être à la hauteur de l'attaque. Et la dernière bataille en date s'est déroulée à Lyon, en février. Voici l'arène où tout va se jouer. Le Palais des Sports. Au cœur de l'affaire, un jeune cadre, Nicolas, 26 ans, passionné de jeux vidéo. Voilà, donc la zone joueur, on a un peu plus que l'année dernière, puisqu'on a 64 équipes. Nicolas organise pour la 2e année une compétition qui ne cesse de prendre de l'ampleur. La finale de la Coupe de France des jeux électroniques. On a 1200 places là. On sait que ça déjà ce sera plein, puisqu'on est à 1200 préventes à peu près là déjà. Et du coup en cas de besoin, s'il y a beaucoup de ventes sur place, on peut ouvrir au-dessus. Donc on a une capacité d'accueil, on peut aller à plus de 2000, donc ça commence à faire beaucoup. Et le clou du spectacle regroupera ici les meilleurs joueurs qui s'affronteront en direct sur la star des video games, la League of Legends. Des jeux de combat qui peuvent durer des heures entières, suivis sur Internet par des millions de fans. La finale se jouera dans la salle, retransmise pour le public sur un écran géant, au pied duquel un orchestre symphonique interprétera les bandes-sons des principaux jeux vidéo. Il y a des dessins, etc., donc ils sont exposés ici. Il y en a des... Bref, un grand show à l'américaine, et pour l'organiser, Nicolas a eu besoin de sponsors. Il y en a un qui a tout de suite répondu à l'appel, ce n'est pas Red Bull, mais Coca. Je pense que Coca, en termes de marketing, a beaucoup de valeurs communes avec League of Legends. C'est pas étonnant qu'ils se positionnent sur du jeu vidéo puisque la cible des jeunes les intéresse. Et puis League of Legends, c'est un jeu en équipe il y a vraiment beaucoup cette notion d'équipe et d'échange qui correspond pas mal au marketing de Coca, convivial, familial, etc. Mais surtout en coulisses, se joue une implacable bataille pour contester à Red Bull son omniprésence dans les jeux vidéo. Et pour y parvenir, vous allez voir comment la marque américaine a imposé des conditions draconiennes en contrepartie de son soutien financier. Il est 15h30, quelques heures avant l'ouverture du Palais des Sports.
Et donnez-vous au maximum. C'est le dernier d'année, mais c'est le plus grand. Dans le hall, les bénévoles chargés de l'accueil sont briefés une dernière fois par Étienne, 23 ans, le numéro 2 de l'organisation. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont devoir jouer les agents publicitaires de Coca. Voilà, motivé et bravo encore, et on s'applaudit. Parce qu'il faut. La marque a exigé que ses couleurs soient visibles partout. Et ça commence par la distribution de centaines de gadgets, comme par exemple ces boudins. Le public va arriver, ils vont s'asseoir à leur place, ils vont trouver ça. Voilà ce qui va faire du bruit toute la soirée. Mais le clou de la stratégie du leader américain reste à venir. Je pense que les gens vont être un peu surpris en voyant tout ça. 2000 bouteilles de 50 centilitres à remettre gratuitement à chaque spectateur. Il faut être costaud. Hein. Vas-y. La marque veut inonder le show de sa boisson star. Bon bah, excusez-moi messieurs. Petit combat exceptionnel. Comme Moïse. C'est Moïse avec du coca. Hop, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si la marque avait pu, elle aurait bien voulu leur en livrer encore plus. Ils voulaient nous enlever 10 000 au début. C'est vous qui avez dit non? Ah bah oui. Bah parce que la salle, on n'a qu'une capacité de 3000 personnes. Donc si vous voulez, si Coca-Cola nous donne 10 000 bouteilles, on ne sait pas où les mettre après. Mais si vous voulez même 1000 bouteilles pour nous, c'est énorme. On va pas boire du coca tout le week-end, quoi. Enfin, faut boire de l'eau surtout, hein. Ça déshydrate sinon. Mais... Face à cette spectaculaire invasion de petites bouteilles rouges, une question nous vient subitement à l'esprit. Sera-t-il possible de boire autre chose ce soir? Ce soir, les spectateurs pourront boire autre chose que du Coca-Cola? Ah oui, on a toujours des buvettes en fait qui distribuent d'autres boissons en fait. Effectivement, à la buvette du Palais des Sports, on trouve un peu de tout. Du Fanta, du Nesty ou encore du Powerade. Seulement voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais toutes ces boissons appartiennent au même groupe, Coca-Cola. Autrement dit, les sodas concurrents seraient-ils persona non grata ce soir-là? Nous avons immédiatement contacté la firme américaine qui le reconnaît ouvertement. En tant que partenaire de la compétition, le contrat prévoit une clause d'exclusivité sectorielle. Seules les boissons du groupe Coca sont proposées. Une pratique qui n'est pas propre à la firme d'Atlanta. La plupart des marques de soda pratiquent ce type de sponsoring qui exclut toutes les boissons concurrentes d'un événement. Les milliers de bouteilles sont prêtes. Tout est paré pour accueillir les spectateurs. Les bénévoles vont pouvoir ouvrir les portes. Tenez, c'est cadeau, profitez-en, c'est offert par la maison. Et avant même de pénétrer dans le bâtiment, les fans de jeux vidéo doivent passer par la case « Distribution gratuite des bouteilles ». Une manière de s'imposer, même auprès des plus récalcitrants. Je dois avouer quand même, je suis pas fan de Coca-Cola. J'en bois à l'occasion, non mais je le dis franchement. J'en bois à l'occasion. Et c'est vrai que ça fait plaisir en fait d'arriver à un événement et de savoir que tu prends ton ticket, t'as une boisson, t'es bien. Ça donne une bonne image, que ça soit, on va dire, offert un petit peu à tout le monde. Et honnêtement, voilà. Bonne soirée. Impossible d'y échapper. D'autant que pour des raisons de sécurité, les bénévoles doivent remettre les bouteilles ouvertes, sans leur bouchon. Difficile pour les spectateurs de ne pas les boire. Résultat, durant toute la finale, le leader des sodas a colonisé le show. Public arborant ses couleurs, bouteilles omniprésentes, et d'après nos informations, il a aussi financé l'installation de l'écran géant. Mais surtout, la présence de l'orchestre symphonique et de ses 30 musiciens. Voici comment la petite bouteille rouge s'est imposée sans concurrence durant toute une soirée auprès de 2000 jeunes qui se souviendront d'elle quand ils feront leurs courses dans les hypermarchés. Car c'est l'objectif poursuivi par tous les sodas. Ne pas être oublié et essayer de vous fidéliser au maximum. Alors pour y parvenir, les marques déploient des moyens grandioses. Des spots de publicité qui ressemblent à des films dignes d'Hollywood et ses péplums. Avec des stars internationales comme Britney Spears, Pink ou Beyoncé. Réunis pour vanter l'autre cola américain, Pepsi. Si les sodas se fendent de telles publicités,
C'est parce qu'ils sont en permanence concurrencés par un produit beaucoup plus répandu et moins cher pour se désaltérer. Pas du cola, mais de l'eau. Selon l'expert Benoît Moreau, sans ces spots pharaoniques, les sodas seraient à la peine. C'est des gros moyens. Dans les sodas, il faut en mettre beaucoup. C'est comme un produit qui est ultra marketé. Sinon, vous êtes vite oublié. Hein. Il y a des répercussions quand même très fortes. Une marque qui retire de la publicité ou qui retire de la communication, généralement, les ventes suivent derrière. C'est-à-dire qu'il y a une chute des ventes. Alors les publicités doivent sans cesse marteler que vous devez acheter des sodas. Le meilleur exemple, on le trouve chez le leader américain. Rien de spectaculaire dans ces spots, il nous rappelle juste qu'on peut boire sa boisson à tout moment, dans n'importe quelle situation, à chaque instant. Coca-Cola, même plus besoin de dire ce que c'est, parce que tout le monde connaît le produit. Donc en fait, il faut juste rappeler aux gens que Coca-Cola est là pour vous et quelque part, de rappeler aux gens par ce spot qu'il faut penser à aller acheter du Coca s'ils n'en ont plus, ou juste pour vous dire que c'est un produit du quotidien. C'est l'objectif, c'est un produit du quotidien. À chaque instant de votre vie, vous avez du Coca-Cola quelque part, vous pouvez en boire n'importe où, à la terrasse des cafés, quand vous allez en pique-nique, quand vous allez faire vos courses. Et c'est juste ça l'objectif de Coca. La firme d'Atlanta dépense 80 millions d'euros par an en publicité. C'est le plus gros budget de tous les sodas en France, avec pour objectif de vous séduire en permanence et surtout à des moments où vous devriez boire le moins de soda, comme par exemple en hiver. Avec ces spots, la firme américaine réalise même son plus gros chiffre d'affaires non pas en été, mais dans la saison la plus froide, au moment de Noël. Avec de telles campagnes de publicité, dans votre hypermarché, vous allez tout naturellement passer au rayon soda, où les grandes marques vont vous mettre le grappin dessus. Elles trustent 70% de vos achats. Il y a d'un côté le groupe Coca, qui détient Sprite, Fanta ou encore Finlay. De l'autre côté, son grand concurrent, la marque Orangina, propriétaire de Schweppes et de Canada Dry. Et enfin, le groupe Pepsi qui possède aussi toutes les boissons au thé Lipton. Alors comment faire sa place dans le rayon et vous séduire avec de nouveaux sodas quand on ne fait pas partie de ces poids lourds? Il va falloir se battre avec les mêmes armes qu'eux, dont certaines qui font un peu polémique. Nous sommes à Paris en mars dernier sur la Seine. 2 catamarans, des Formule 1 de la mer, s'entraînent une dernière fois avant de rejoindre les océans. À leur bord, des navigateurs de haute volée. Et comme sponsor, non pas des grands groupes comme on a l'habitude de les voir, mais une limonade. Lorina. Elle a décidé de sortir les grands moyens pour vous appâter. Les catamarans, c'est l'idée de son patron, Jean-Pierre Barjon. Il y a une place encore ou pas? Cet ancien cadre commercial de 67 ans s'est reconverti dans les sodas il y a près de 20 ans. Il n'a rien d'un vieux loup de mer. Il est même encore bien loin d'avoir le pied marin. Merci. Voilà. Et l'action. Mais s'il se donne tant de mal, c'est pour se faire une plus grande place au soleil dans le secteur ultra concurrentiel des sodas. Afin de faire connaître sa marque, il a dépensé près de 300 000 € dans ses bateaux, qui vont participer à une grande compétition cet été, le Tour de France à la voile. Et 200 mètres carrés, c'est pas... Et s'il a mis les gros moyens, c'est qu'il est bien décidé à passer la vitesse supérieure. S'attaquer de plein fouet aux géants Schweppes ou Orangina, avec des limonades encore plus fun. On va avoir cette année un mojito fraise, on va avoir un mojito sans sucre et puis un mojito, même un mojito tropical. Des recettes façon cocktail, car voilà ce qu'il a en tête. Remplacer l'alcool en forçant sur le goût des fruits. Vous rendre accro en étant plus musclé que ses concurrents sur les saveurs. Et tout ça passe par quelques astuces peu connues du grand public, mais qui ont assuré son succès. Pour connaître les petits secrets de ce businessman du soda, il faut partir dans l'est de la France, en Lorraine. C'est ici qu'il a tenté un très gros coup de poker. Il possède aujourd'hui cette petite usine de limonade, mais qui tourne à plein régime.
l'Orina produit 38 millions de bouteilles par an. C'est très loin derrière les grands du secteur, mais voilà son atout. Elle ne cesse d'augmenter sa production. Elle a triplé en 15 ans. Une expansion que Jean-Pierre Barjon doit à une astuce marketing qui a révolutionné sa société. Car au départ, il y a un siècle, voici à quoi ressemblait l'Orina. Une toute petite fabrique régionale de limonade créée en 1895. La famille Geyer qui l'a possédée a pu en vivre jusque dans les années 50. Mais alors qu'elle misait sur les sodas aux fruits, elle prend de plein fouet l'offensive des colas. Depuis, la limonade passe pour une boisson un peu has-been et la fabrique périclite. C'est là que Jean-Pierre Barjon la rachète en 1996 pour seulement 80 000 €, avec une intuition. Face aux sodas industriels, jouez au contraire la carte vintage, la limonade d'antan. Bouteille en verre, bouchon à l'ancienne et étiquette rétro, il nous fait craquer sur la nostalgie. Et ce qui va être important, c'est que le consommateur, tout d'un coup, se dit tiens, et si je buvais la limonade de mon enfance? Et donc, on va faire des efforts très importants pour justement faire ce packaging. Une image d'authenticité qu'il ne développe pas par hasard. Elle lui permet de vendre sa limonade à l'ancienne à des tarifs élevés dans les rayons soda. 2,65 € le litre la bouteille en verre, 50% plus cher que le coca. Et c'est en développant sa limonade d'antan qu'il a découvert l'équation clé pour appâter les consommateurs. Plus un soda est fort en goût, plus il se vend. Une recette bien connue des industriels et que devant notre insistance, l'homme d'affaires accepte de nous dévoiler. Un secret gardé depuis 200 ans. Il nous ouvre les portes du coffre-fort. Direction le laboratoire pour comprendre le succès de sa limonade. Tu lui mets de l'essence de citron et la bouteille d'eau, glou-glou, hop, voilà. Et voilà surtout le composant stratégique, celui qui plaît au client dans sa limonade. C'est le sucre. Et il ne lésine pas sur la quantité. 90 grammes par litre, autant que dans les sodas industriels. Délayez-le dans de l'eau gazeuse, avec 2% de citron, et le tour est joué. Et ensuite, vous avez voilà, la vraie limonade Lorena. Une recette sucrée qu'il tient absolument à conserver pour ses nouvelles limonades Morito en plein développement. Cet après-midi, il doit tester 2 recettes, une légère en sucre et une autre beaucoup plus sucrée. Donc on a dégustation aujourd'hui, on peut présenter quelques nouveautés. On réfléchit à l'extension de la gamme Morito en fait. Très bien. Donc, voilà, tu es dispo. Allons-y. Jean-Pierre Barjon veut goûter lui-même les échantillons, car le succès de son produit tient à une donnée clé, le taux de sucre. Morito pomme avec un sucrage différent, donc on va tester 2 sucrages différents. C'est le taux de sucre qui donne des intensités de saveurs différentes. En clair, plus il y a de sucre, plus le goût sera fort. Vous voulez qu'on goûte du coup? On peut y aller. Allez, c'est parti. Ouais, on y va. Allez. Donc les 2 propositions, monsieur Barjon. Déjà 43 et 57. Ouais, j'y vais. Il est plus fruit. Le patron est dubitatif. Il n'a pas l'air d'apprécier vraiment la version allégée en sucre. C'est bien, ça fait 2 propositions différentes. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je dis qu'il y en a un qui est bon et que l'autre, il n'est pas bon. Celui qui n'est pas bon, c'est celui où vous avez voulu... Mettre moins de sucre? Voilà. Ah. En fait, quand il y a moins de sucre, c'est moins bon, c'est ça que vous dites? Moi, je suis entouré de femmes qui voudraient que nos produits soient parfaits, c'est-à-dire avec extrêmement un bon goût et pas de sucre du tout. Et c'est un combat, à mon avis, perdu d'avance. Selon lui, baisser le taux de sucre plairait moins à ses clients, même si la tendance, notamment des autorités médicales, est plutôt d'encourager à manger et à boire moins sucré, ce qui ne fait pas trop l'affaire des fabricants de soda. La boisson, c'est le fruit, le sucre et le plaisir. Donc il y a un équilibre subtil, et en l'occurrence, vouloir l'enlever ou vouloir mettre autre chose à la place, c'est s'éloigner de notre ADN, c'est s'éloigner de ce qu'on fait. Son assistante aura beau discuter, Jean-Pierre Barjon n'en démord pas. Pour séduire les buveurs de soda, il ne faut surtout pas mégoter sur le sucre. Il en a déjà fait l'expérience, et cela lui a plutôt bien réussi.
il a créé toutes sortes de limonades aux goûts exotiques qui se sont vendues comme des petits pains, principalement à l'étranger. Il y a des promesses incroyables de l'orange sanguine, qui est un produit qui se vend au Canada, d'un morito qui se vend en France, de ce produit qui se vend en Angleterre, de ce produit qui se vend aux États-Unis. Et Combien de produits en tout vous avez? oui, aujourd'hui, on doit avoir environ 300 recettes. Donc c'est assez incroyable. Et pour se lancer à l'exportation, il s'est attaqué en priorité à un des pays où les sodas sucrés règnent en maître, les États-Unis. Nous, vous savez, dès le début, on a pris notre valise et puis on a essayé d'aller là où on pouvait aller. Et c'est vrai que les Américains nous ont été très sensibles à la qualité française et à la qualité du produit. Et donc après, vous comprenez, dès que ça marche un peu, vous restez là où ça fonctionne. Et voilà comment, avec ses recettes de limonade, il a fait fortune. Son coup de poker a réussi. Sa société réalisait 150 000 € de chiffre d'affaires il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle dépasse les 35 millions.